Bonjour. J'espère que tout le monde a bien déjeuné. Donc, on va reprendre pour 1h30. Moi, je suis Laurie Lossieur, je suis psychologue au sein de l'association Captif La Libération et j'interviens dans le cadre du programme Marcel Olivier qui vous a été présenté ce matin. Donc, cet atelier, je vais le co-animer avec Mathieu Fiolaine, qui était sur l'atelier de ce matin autour de la réduction des risques. Tu me confirmes, hein? D'accord. Bon. On a le docteur Julien Azuard qui était aussi présent ce matin. Et ensuite, on a Madame Michelle Holmes qui va être rapporteure de cet atelier et qui intervient à l'ARS de Paris, enfin d'Île-de-France. Donc, les objectifs de cet atelier, nous en avons deux. On va un peu revenir sur ce que vous avez pu retenir de cette matinée, hein, de ce qui a pu vous interroger. L'idée, c'est de partager autour des différents thèmes et des différentes approches et expérimentations qui ont été évoquées. Et ensuite, avoir une réflexion autour de l'évolution de vos pratiques, des pratiques auprès du public des personnes en situation de précarité et d'exclusion, avec des problématiques d'addiction et d'alcool en particulier. Donc, pour pouvoir échanger, parce qu'on est très nombreux, on va vous distribuer des post-it. Alors, vous allez avoir un post-it jaune et un post-it rose. Sur le jaune, alors je vous demande d'être attentif, hein, je vais quand même répéter. On va vous demander d'écrire la chose qui vous a marqué durant cette matinée. Peut-être par rapport à une pratique, peut-être par rapport à une approche ou un questionnement. Donc, ce sera sur le post-it jaune. Et ensuite, sur le post-it rose, une chose que vous souhaiteriez faire évoluer dans votre pratique à partir de ce qui a été échangé ce matin. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui? De toute façon, s'il faut répéter, il n'y a pas de souci. Alors, vu qu'on s'est répartis par secteur géographique, je vais passer le micro. Alors, je sais qu'on est très nombreux, mais l'idée, c'est quand même un peu de savoir, de connaître les acteurs en tout cas du nord de Paris, et de savoir qui est présent aujourd'hui. Donc, je vais vous passer le micro, que vous puissiez juste dire rapidement votre nom, l'institution dans laquelle vous intervenez, et ensuite, on va enchaîner avec ces post-it pour pouvoir être dans l'échange. D'accord? Alors, j'ai Amir qui va distribuer les post-it. Si je vais me mettre par là. Et je vais passer le micro, comme ça on va commencer la présentation. Merci. Et donc Bertrand Galichon, je suis médecin aux urgences de la Ré-Boisière. Gilbert Jourde, je suis responsable d'établissement d'une pension de famille pour les petits frères des pauvres, pour une deuxième pension de famille qui a ouvert en France, qui accueille des personnes en très grande précarité, isolées et âgées de plus de 50 ans. Bon, non, mais bon, j'ai entendu la leçon. Gilbert Jourde, je suis responsable d'établissement d'une pension de famille gérée par l'association Les Petits Frères des Pauvres, deuxième pension de famille qui a ouvert il y a 19 ans en France sur la base d'expérimentation. C'est un petit établissement qui accueille jusqu'à 16 personnes âgées de plus de 50 ans, isolées et issues de la très grande précarité. Et donc, on est dans le 18e, au 81 rue d'en Raymond. Public mixte. Donc Caroline Mérez, je suis travailleuse sociale au groupe SOS Solidarité, au CHU et au CHRS Villafromantin. Donc un CHU collectif dans le 9e et un CHRS éclaté dont les bureaux sont dans le 19e. Et c'est un CHU et un CHRS pour famille.
Élodie Morbois, donc assistante sociale sur le CHU Villafromentin. Et donc c'est une particularité, c'est des familles qui sont en appartement partagé. Donc c'est 3 familles monoparentales qui vivent dans des appartements partagés. Marion Faucheux, assistante sociale à l'association Solidarité Nouvelle pour le logement de Paris. Et donc notre association fait des logements temporaires d'insertion pour des personnes qui ont connu un parcours d'errance, qui viennent soit directement de la rue, soit de structures d'hébergement, d'hôtels ou de squats. Et la particularité, c'est qu'on va capter des logements privés vacants dans la capitale et convaincre les propriétaires de nous les mettre à disposition pour y loger les personnes un certain temps. Voilà. Muriel Tessier, travailleur social à la Maison Hilder Camara, un centre de stabilisation qui accueille 40 personnes isolées majeures sur le 10e arrondissement, métro Poissonnière. Certaines personnes de chez nous sont suivies à Fernand-Vidal actuellement, plusieurs. Hop là, Malika Boutara, éducatrice spécialisée. Je travaille avec Marion Faucheux. Et la particularité, c'est qu'on travaille aussi avec des bénévoles. Voilà. Moi, je m'appelle Flavie Pité, je travaille à l'ARS, à l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, à la délégation départementale du 75. Et donc, je suis chargée de mission au pôle ambulatoire, à la cellule premier recours. Bonjour, Camille Bertrand, je suis interne en santé publique au pôle prévention-promotion de la santé à la DD 75. Bonjour, Caroline Arens, coordinatrice, psychologue, picologue, ce que vous voulez, dans le centre, dans le 19e carré de Boréal. Anne-Laurence Pellet, je suis bénévole à l'espace Marcel Olivier au Captif La Libération. Marie-France Delmotte, je suis bénévole dans un centre d'accueil Emmaüs, un centre d'hébergement d'urgence Emmaüs aussi. Et depuis peu de temps, j'intègre, toujours en qualité de bénévole, la Luciole, qui est un lieu de vie pour les jeunes gens et les moins jeunes, qui ont eu leur parcours de soins et qui viennent faire un séjour de rupture avant de reprendre la vie courante, dirais-je. Bonjour, Karim Guenadiz, travailleur père ou père aidant. Je suis Fondation Armée du Salut et sur 2 sites, le CHU Moussaïa et le CHU des personnes migrantes et réfugiées. Voilà. Et moi, c'est Sarah, psychologue au CHU Moussaïa, un centre d'hébergement d'urgence pour des personnes isolées dans le 19e arrondissement. Loredana, Fondation Armée du Salut, au CHU Moussaïa, pour les adultes. Marie Lépinou, éducatrice au CHU Moussaïa aussi. Bonjour, Sarah Maes, et je suis aussi éducatrice spécialisée au CHU Moussaïa. Florence Bladier, je suis médecin et bénévole à l'association Captif La Libération. Oui, je suis Linda Bismuth et je m'occupe de mesures alternatives au parquet de Paris. Bonjour, Isabelle Chabin-Gibert, je suis médecin et responsable du pôle précarité à l'ARS Île-de-France, siège. Bonjour, moi c'est Ouria Samchaoui, recueil social, c'est les équipes d'RATP, on m'arrête sur tout le territoire RATP. Céline Broca, coordinatrice au SIAO, et j'oriente plus particulièrement vers les centres d'hébergement dits d'insertion, sur tout le territoire de Paris. Élise Morteveil, je suis éducatrice spécialisée aux AT 75, qui sont liées au XAPA Ménilmontant, pour des personnes qui ont une addiction à l'alcool. Bonjour, Estelle Proto, je suis éducatrice spécialisée au CHRS Siloé de l'association Aurore. On a une particularité, on accueille des personnes toxicomanes et alcooliques, donc voilà, sur Paris. Bonjour, Alexandra Principé, je suis médecin urgentiste à l'hôpital Saint-Louis. Bonjour, je suis Célia Castaner, infirmière aux ACT 75 du groupe SOS.
Bonjour, Aurélia Aubert, je suis assistante sociale au lit Halte Soins Santé Maubeuge dans le 10e arrondissement. Bonjour, je suis Annabelle Parguette, je suis infirmière sur le même lit Halte Soins Santé dans le 10e arrondissement. Bonjour, je suis Marie-Pierre Mazia, je suis chef de service au lit Halte Soins Santé du 75 du 10e arrondissement. Bonjour, Chantal Noué, chef de service du LHSS Saint-Denis depuis peu. Martha Coll, médecin au LHSS Maubeuge, à côté de la gare du Nord. Bonjour, Anne Guérin. On n'a pas fini sur le groupe SOS, il y en a encore un peu plus loin. Donc, directrice régionale Île-de-France du pôle addiction, qui regroupe des XAPA et CARUD et le kiosque InfoSida. Bonjour, moi c'est Louise. Du coup, je suis infirmière à l'ELSA de la Riboisière. Donc, c'est les micro, c'est bon? Non? Comme ça? Ok. Donc bonjour, moi c'est Louise, je suis infirmière à Gare du Nord à la Riboisière en ELSA, donc en équipe de liaison addicto. Bonjour, Anaëlle Nicou, assistante sociale à l'hôpital Fernand Vidal en addicto. Bonjour, moi je suis Clara Lepez et je suis médecin à Fernand Vidal en addictologie. Bonjour, Marie, infirmière à Fernand Vidal en médecine addicto. Bonjour Sylvie, je suis éducatrice spécialisée à la salle de consommation de moindre risque. Camille, je suis infirmière à l'association Gaïa Paris sur la salle de consommation et sur le programme de FibroScan mobile. Anne, je suis médecin à Gaïa à Paris sur le XAPA et sur le programme FibroScan mobile. Bonjour, Séverine, je suis infirmière à la salle de conso à Paris. Bonjour, Frédéric, éducateur à la boutique 18 Charonne, en Carude. Bonjour, je suis Leïla Liatimi, psychologue clinicienne et je travaille à Espace 19. Nous faisons le suivi des bénéficiaires du RSA. Bonjour, Bérangère Morucci, je suis conseillère d'insertion Espace 19, donc auprès d'une population en précarité, notamment les bénéficiaires du RSA de la ville de Paris. Bonjour, Anne-Sophie Letard, travailleuse sociale à Espace 19. Bonjour, Alice Gallas, éducatrice spécialisée au centre d'hébergement d'urgence Emmaüs Solidarité Louvel-Tessier Buisson-Saint-Louis, qui accueille 104, 102 hommes, femmes, maîtres chiens isolés sur Paris. Bonjour, Anne Tondy, éducatrice exactement au même endroit qu'Alice. Bonjour, Antoine Delazona, je suis addictologue à l'hôpital Avicenne à la fois sur la liaison et le XAPA Boussepsi et j'ai aussi une petite activité au Sleep-In dans le 18e arrondissement. Bonjour, Malika Lassen, infirmière au XAPA le Sleep-In dans le 18. Bonjour, Laurence Sémin, je dirige une association qui s'appelle IREMA, Institut de recherche et d'enseignement sur les maladies addictives. Un acronyme qui date un peu, mais voilà. Nos locaux sont dans le 10e arrondissement, mais nous formons les professionnels du soin et du travail social sur l'ensemble du territoire national. Et nous sommes ici particulièrement, puisque ça fait déjà plusieurs années que nous nous intéressons à la place des centres d'hébergement et de manière générale sur le travail social dans le champ des addictions. Donc, pour rebondir sur ce qui a pu dire ce matin, sur la légitimité, les ressorts, les leviers et les écueils à intervenir sur ces questions-là. Voilà. Bonjour, je suis Flora Bans, coordinatrice pédagogique à l'IREMA. Bérénice Billot, je suis coordinatrice pédagogique à l'IREMA également. Bonjour, Aude Couturier, je coordonne les activités de rue pour le Secours catholique de Paris. Daniel Edouin, association Vie Libre, bénévole. Et nous sommes pour la guérison et la promotion des victimes de l'alcool. On a deux groupes de parole, un dans le 18e rue Béliard et un dans le 20e rue d'Annam, à la CAF. Bonjour, Françoise Feujas, conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation au SPIP de Paris, actuellement dans le 13e. Bonjour, Maryse Jean, je suis conseillère d'insertion et de probation au SPIP de Paris. Bonjour, Karima Berouane, éducatrice en centre d'hébergement d'urgence Secours 4. Nous accueillons 40 femmes.
Bonjour, Dick Merman, référent alcool chez les captifs Paris-Nord. Bonjour, je m'appelle Florie Andréotti, je suis éducatrice spécialisée au foyer Louise Labbé. Donc c'est un centre d'hébergement éclaté qui accompagne des femmes victimes de violences conjugales. Bonjour, Virginie Jourdan, je suis TISF dans le centre d'hébergement Louise Labbé. Bonjour, Kadiatou, je suis dans l'association Aide. Nous accueillons les consommateurs de produits. Bonjour, Valérie Martin, assistante sociale à l'EPI Championnet, équipe parisienne de l'insertion. On reçoit les bénéficiaires du RSA. Bonjour, Mayalène de Récondo, je suis médecin au XAPA Boussefsi à l'hôpital Avicenne dans le 93. Bonjour, Ludovic, éducateur au XAPA Ego dans le 20e, 27 rue Levert. Bonjour, je m'appelle Amna Yaoui, je suis en stage de psycho au Captif La Libération, Gare du Nord. Bonjour, Marc Cormier, éducateur spécialisé sur le projet Maquero, voilà, les maraudes en gare, pour l'instant Gare de l'Est et Gare du Nord. Bonjour, Vernie Béard, je suis médecin dictologue, XAPA Henri Duchesne à Choisy-le-Roi, équipe de liaison de l'intercommunal de Créteil. Bonjour, Catherine Bertrand, je suis psychologue à l'hôpital Émile Roux de la PHP, où nous avons des lits MCO et SSR. Bonjour, Marion Gillan, je suis responsable du développement social à Adoma, donc gestionnaire de foyers de travailleurs migrants, résidences sociales, maisons relais et centres d'hébergement d'urgence pour l'ensemble du territoire parisien. Bonjour, Elodie Dénéchaud, responsable de maisons relais pour Adoma. Bonjour, Mianda Kiyama, responsable d'insertion sociale pour le bailleur Adoma. Merci. Je suis José, bénévole à la CERMA. Je suis là surtout pour recueillir les impressions des personnes. Merci. Alors, on a fait un grand tour. Et là, je vous propose de passer à la pratique, c'est-à-dire d'utiliser les post-it que je vous ai distribués pour ceux qui le souhaitent. Donc, le post-it jaune sur ce qui vous a marqué par rapport aux échanges de ce matin. Et sur le post-it rose, ce que vous souhaiteriez faire évoluer dans votre pratique à partir des éléments qui ont été échangés au cours de cette matinée. Donc là, on est dans les post-it jaunes, ce qui m'a marqué ce matin. La première chose, c'est exclusion du système de soins et d'hébergement des personnes qui consomment. La personne a besoin de quelqu'un en qui faire confiance et qui la sécurise. Mais quid de l'attachement lorsque l'on est travailleur social ? Là, ça me fait rigoler, là, vous allez voir. Que le discours est le même qu'il y a 10 ans, sans beaucoup plus d'évolution. Bon, je pense que... ça colle pas ? Sur la table ? Ouais, sur la table. Il faut savoir s'adapter. Quand on travaille avec des personnes en précarité, en exclusion, généralement, on doit quand même un peu être flexible. Dans la vie aussi, ça. Ah, le long ? Comme ça, là ? Là, ça marche. Ah, donc ça marche ? Le but. Non, mais c'est juste qu'on va rassembler par
Alors, là, on avait exclusion du système de soins et d'hébergement des personnes qui le consomment. Importance de prendre conscience des croyances et des représentations de chacun sur la consommation d'alcool. Donc les discours sont les mêmes depuis 10 ans. Rien ne change. La vision du fait que l'alcool n'était pas un problème, mais une solution pour les personnes alcooliques. Je n'avais jamais vu la problématique sous cet angle-là. Ouf. Ouais, très bien. Alors là, il y a un roman en fait sur un post-it. Ce qui nous a interpellés ce matin. Pour les personnes rencontrant des difficultés avec leur consommation, l'alcool est d'abord une solution avant d'être un problème. Et poser la relation comme inconditionnelle et ouvrir des bars dans les structures médico-sociales. Ah. Je le prends comme ça, c'est plus. Nécessaire changement de paradigme, vive l'espace bistrotier, ou quel que soit le nom qui sera donné. L'expérience au centre d'hébergement Henri Dunant et à Marseille, l'approche de Mathieu. Encore autant de désirs de contrôle et de peur parmi les professionnels face à l'alcool. Très intéressé par les dispositifs présentés par l'équipe Fernand Vidal. Différents angles pour une même problématique. Faire l'avance de la parole, point d'interrogation. La diversité et la multiplicité de nos interventions en sanitaire et social. Merci. Le repos, la mise à l'abri, protection, arrêtons avec les projets. Merci. Si je n'existe plus pour l'autre, je n'existe plus pour moi. Donner toute la dimension, notamment la dimension religieuse, à l'autre. L'ouverture d'esprit concernant toutes les pratiques exposées, et particulièrement en ce qui concerne la prise en charge marseillaise. L'importance du travail sur les idées reçues des professionnels, les représentations, indispensable pour la mise en place de nouvelles expérimentations. Articulation travail social et médico-social en addicto. J'ai été surprise par la remise en cause de l'idée qu'il n'y a pas d'urgence en addictologie. L'intérêt d'hospitaliser en urgence, dans certains cas, la notion de cure addictologique. Voilà.
Bon, donc on a quand même plutôt, on a dit qu'il y avait des urgences addictologiques ce matin. Voilà, c'est ça. L'idée de réfléchir et d'expérimenter la réduction des risques et des dommages en accueil de jour. Donc là, on est plutôt sur le prospectif. Là, on est plutôt sur le rose, mais il y en a qui brûlent les étapes. Les préjugés toujours existants qui freinent ou bloquent la suite. Les préjugés retardent la rencontre. Le fait que l'alcool et ce qui en découle soient toujours aussi tabous et mal pris en compte dans les prises en charge des personnes. La notion de sans-abrisme évoquée par Céline Broca et le fait que l'alcool définisse une personne plutôt que sa personne en tant qu'humain. Le fait que les personnes soient effectivement considérées davantage comme étant des problèmes que des personnes à part entière. Les représentations retardent la rencontre. Anticiper la demande. Le discours de Philippe Bergeron. Voilà. Donc la prise en compte de la parole des patients, des usagers. Réduction des risques versus abstinence totale. Bon, ce n'est pas exactement ce qu'on a dit ce matin, puisque là, justement, on a essayé de mettre en avant le fait qu'il pouvait y avoir des approches qui étaient différentes, adaptées à certaines situations, que les choses pouvaient évoluer avec le temps. Généraliser l'acceptation de la consommation d'alcool dans les hébergements et les accueils de jour. L'intervention de Mathieu Fiolaine sur les bars dans les CHRS m'a beaucoup intéressé, mais je me questionne encore sur la cohabitation des personnes sevrées, fragiles, avec d'autres personnes qui consomment dans ces structures. Question importante. Les possibilités de prise en charge peuvent se créer en interdisciplinarité, mais quid des places qui sont peu disponibles ? L'idée de la structure d'une an avec consommation d'alcool dans un cadre m'a paru intéressante. Les consommations sont présentes dans ces lieux, donc l'idée de travailler dessus est pertinente. Ça va, Laurie, t'es pas encore ensevelie sous les post-it ? Non, ça va. Tu résistes ? Eh bien là, une personne qui est contente, qui dit la qualité des témoignages, point d'exclamation. Alors, il y a une personne qui est très intéressée par un nouveau métier qu'elle a découvert ce matin. Il s'agit du métier de psychologue et les expériences mises en place par Santé. La personne là dit que la quantité d'intervenants et la qualité d'intervenants réunis aujourd'hui. Le travail sur les représentations, l'alcool qui est d'abord une solution pour les personnes. Au final, on ne travaille pas tant sur la question de l'alcool que sur la place de chacun dans le vivre ensemble. L'alcoolisme est une maladie de la relation qui se soigne par la relation. Ouais, c'est bien. L'installation de bars dans les lieux de vie. Hop là, excuse-moi. Oh là là.
Ce qui m'a marqué, c'est le lien entre la rue et l'alcool et la nécessité de travailler à ce qu'il n'y ait plus de personnes à la rue, à partir du risque de santé qu'on pourrait lui attribuer pour que les choses bougent. Oui. La place de l'alcool dans les institutions. Le décalage entre les réflexions sur la toxicomanie et sur l'alcoolisme. Exemple, la question du sevrage. C'est clair. Accompagner les équipes et héberger dans l'autorisation d'alcool dans les centres d'hébergement. L'espace Marcel Olivier. Le décloisonnement sanitaire et social. L'évolution des pratiques. La distance entre les différentes expérimentations en cours. La distance. Projet réduction des risques et des dommages qui autorise la consommation d'alcool, mais suivant un projet de réflexion et de formation pour salariés et résidents. La place des travailleurs sociaux et des regards et retours d'expérience des personnes en situation de précarité, addiction. L'alcool est l'inclusion, l'alcool est la solution, l'alcool est la vie que j'ai choisie. Les différences dans les approches de RDRA, faire clinique, partir de la personne pour adapter l'approche ou les approches en fonction de son parcours. Est-ce que faire clinique, c'est partir de la personne pour adopter l'approche ou les approches en fonction de son parcours? Le aller vers et les patients experts. Consommation possible, encadrée. Permise, encadrée. L'alcool est d'abord une solution avant d'être un problème. Étant novice, toutes les informations m'ont beaucoup appris. Merci Mathieu. Un message personnel. Le retard de la France vis-à-vis de la prise en charge de la maladie alcoolique, notamment par rapport à celle de la toxicomanie, où la RDR est présente depuis les années 80, même s'il y a encore du boulot. Ce qui m'a marqué, l'apparent consensus concernant le changement de paradigme sur la présence de l'alcool, en contradiction avec la réalité du terrain, sur la perception de l'alcool peut-être. Il y en a qui sont médecins, je pense, dans l'assistance. La multiplicité des expériences. Tous les projets présentés ce matin ont un certain seuil d'exigence. Qu'est-ce qu'on fait avec des personnes, des personnes... Ça, il est médecin, alors peut-être qu'il va savoir. Des personnes qu'on exclut de ces projets, qui les accueillera? Ah ouais. Que deviendront les personnes qui ne trouvent pas leur place dans ces projets? L'expérience ou l'expérimentation du CHRS Georges Dunant, c'était fort intéressant. L'intervention et le point de vue de Mathieu Fiolaine, qu'on sent bien impliqué. L'évolution du regard porté sur l'alcoolisation en centre d'hébergement. Hospitalisation d'aval des urgences. Comment travailler sérieusement sur ces représentations. Mon expérience avec le problème de l'addiction à l'alcool est enrichissante car je m'en sors de façon satisfaisante.
Consommation encadrée dans les CHRS? La personne a besoin de quelqu'un en qui faire confiance et qui la sécurise. Ah, ça, on l'a déjà vu. L'alcool n'est pas un problème, mais une solution. Ça, on l'a déjà entendu, ça aussi. Les témoignages des usagers par rapport à leur consommation d'alcool, être acceptés tels qu'ils sont. Merci Mathieu. Alors, donc si on essaye d'identifier ce qui se dégage de ce que vous avez retenu par rapport à cette matinée, alors forcément, la question de l'alcool dans les lieux de soins, et notamment dans les centres d'hébergement, c'est ce qui a peut-être le plus été retenu, notamment l'expérimentation, je pense à Georges Dunant, l'expérience avec l'accueil bistrotier à Marseille. Et donc, ça amène à tout un ensemble de questionnements sur comment on encadre, parce que c'est revenu, comment on encadre de cet accueil des personnes avec leur consommation, et du coup, qu'est-ce que ça peut amener dans l'accompagnement. Moi, c'est ce que j'en retiens. Ensuite, la question des représentations est beaucoup revenue. Les représentations au niveau des travailleurs sociaux, au niveau des équipes, qui vont permettre aussi d'accompagner les personnes autrement. Et vous l'avez beaucoup exprimé ici. Ensuite, sur la question du soin et de l'accueil des personnes en précarité, comment articuler l'accueil de ces personnes-là, quand on connaît les difficultés pour pouvoir les accompagner en amont et en aval, lorsqu'ils arrivent ou par les services d'urgence ou par les services somatiques. Donc ça, c'est aussi revenu. On a la cohabitation entre les personnes sevrées et les personnes qui seraient encore consommateurs d'alcool. Et du coup, ça questionne dans l'organisation potentielle en institution d'accepter l'alcool. Et c'est vrai que c'est une réalité, nous, c'est une réflexion dans laquelle on est au captif, de savoir dans quelle mesure on peut protéger ceux qui sont dans l'abstinence et en même temps accompagner ceux qui sont encore dans une consommation et qui ne sont pas dans le désir d'arrêter totalement. Et puis, ce qui est beaucoup revenu, c'est l'alcool est une solution. Je l'ai mis dans les représentations. Et d'abord une solution pour les personnes. Et il y a une vraie fonction, notamment dans la rue. Et ça a été aussi beaucoup développé par Mathieu, qui je vois hausse les sourcils. Mais c'est vrai que ça a une vraie fonction. Ça a des fonctions même d'une personne à l'autre. Ensuite, la question de la demande, de l'anticipation de la demande. Donc c'est un point qui a été amené par Micheline Clodon, de dire, et aussi par les intervenants de Fernand Vidal, est-ce qu'on doit rester dans l'attente qu'il y ait une demande qui soit exprimée, et peut-être que ça se lie avec l'aller vers, justement, qui a été abordé. Ensuite, la prise en compte des usagers, notamment dans le fait de les impliquer dans les dispositifs. Donc ça apparaît un peu. Les témoignages. Et ensuite, je crois que j'ai fait le tour des thèmes qui sont revenus principalement. Voilà, on est sur la question du lien aussi et de la place des individus par rapport aux différents dispositifs de soins et d'accompagnement social. Et je crois que ça a été vraiment ce qui était au cœur des échanges ce matin. Alors, je vais passer le micro aux experts pour pouvoir un peu réagir par rapport à tout ce qui a été dit. Par toi, Mathieu? Non. Très bien. Donc, moi, sur le... alors, je vais plutôt parler de la structure hospitalière plutôt que les structures, justement, plus sociales, où on peut faire plus de réduction des risques. En tout cas, on peut plus penser à la consommation dans les structures. On a évoqué ce matin justement cette consommation contrôlée en hospitalisation, qui est un sujet qui est un peu compliqué parce que justement, comme tu le disais, il y a différents intervenants, différents temps dans l'intervention,
Et c'est bien aussi qu'il y ait quelques limites et que toutes les structures n'aient pas la même fonction et la même place. Donc c'est vrai qu'une hospitalisation pour sevrage, où se côtoient des gens qui sont là pour faire des sevrages et d'autres qui sont là parce qu'ils ont une complication et qu'ils ont été un peu forcés d'être hospitalisés, c'est difficile qu'ils ne soient pas tous traités pareil sur la question de l'alcool. Alors c'est vrai qu'il y a eu jusque-là dans quelques services, dans beaucoup de services, en orthopédie, en cardiologie, il y avait possibilité d'avoir du vin en prescription. Voilà, donc on parlait des fioles, c'est vraiment, ça fait partie du livret des médicaments de la PHP. Dedans, il y a les petites bouteilles de vin qu'on donnait pour éviter que les patients fassent des déliriums très minces dans une hospitalisation où le sevrage n'avait pas été prévu. Alors c'est vrai que ça fonctionne, hein, l'alcool dans la prévention des sevrages d'alcool, ça marche très bien. Seulement, il y a eu des problèmes à cause de ça. Il y a eu des problèmes déjà de représentation. Alors on se dit que c'est compliqué que quelqu'un en hospitalisation, quelqu'un qui consomme, qui a l'habitude de consommer, qui a fait le choix de consommer, on lui boxe cette consommation. C'est vrai que c'est compliqué, mais il faut voir dans l'autre sens aussi. C'est compliqué qu'un patient qui vient de faire une cardiopathie dilatée à cause de l'alcool voit son voisin consommer de l'alcool. Voilà, chez lui c'est un médicament, chez vous c'est ça qui va vous tuer. Bon voilà, donc il y a un consensus qui est de ne pas donner de l'alcool, que moi je trouve assez confortable pour l'hôpital. Sur une durée d'hospitalisation pas très longue, on parlait de 15 jours parce que c'est un service d'aigu, c'est quelque chose qu'on peut calmer avec des médicaments, avec de l'accompagnement. En tout cas, on peut envisager un sevrage de 15 jours. Et moi, ça me semble, voilà, mais on peut en parler, moi ça me semble assez, un consensus assez cohérent. Je vais parler justement d'une histoire pour illustrer ça. On a un patient qui vivait dans sa voiture, hein, qui était SDF, mais qui avait encore une voiture, qui vivait dans sa voiture et qui travaillait encore en tant que concierge dans un immeuble, et qu'on a pris pour une alcoolodépendance sévère après qu'il ait convulsé aux urgences, qu'il soit retrouvé aux urgences. On l'hospitalise, il est vraiment très demandeur d'une prise en charge avec un sevrage. Il veut dès le début un sevrage, il veut plus consommer. Il arrive sans prise en charge, sans rien, mais on a pris le temps, on a eu la chance qu'il ait encore des papiers, tout ce qu'il fallait dans sa voiture pour pouvoir faire un dossier rapidement. Et puis petit à petit, il a eu la CMU, la CMUC, il a pu faire un soin de suite, il a pu être pris en charge derrière par des lits infirmiers, puis les familles d'accueil médicalisées organisées par Sèvres, et il a eu un appartement. Tout ça, ça a mis 2 ans. Tout se passait très bien. Et ce monsieur, pas de chance, il fait un infarctus. Dans la rue, il fait un infarctus. Et il se retrouve hospitalisé dans un service à Paris, je dirais pas à l'hôpital. Et dans ce service, il récupère un compte-rendu dans lequel il y a marqué alcoolodépendance. Et d'emblée, le médecin, cardiologue, met du vin sur sa prescription. Voilà. Ce monsieur a rechuté et on n'a plus de nouvelles du tout. Du tout. Donc une prise en charge de 2 ans a été remise en question par ça. Donc voilà, tout n'est pas forcément bon. Cette histoire, elle est un peu caricaturale, mais malheureusement, elle est vraie. Voilà, donc l'alcool à l'hôpital, bon, ça se discute. Et à mon avis, c'est un temps de la prise en charge où c'est pas forcément nécessaire. Voilà. L'alcool à l'hôpital. Je suis pas. En fait, on se rencontre pour la première fois. Du coup, c'est bien parce qu'on va avoir plein d'échanges à conduire. Nous assurons en toutes circonstances que les personnes dont on organise ou dont on accompagne les hospitalisations, en aucune façon n'est jamais. C'est un principe fondateur. Après, on peut discuter des modalités pratiques, etc. Mais le principe fondateur est simplement que les personnes n'ont pas, en aucune façon, à subir des sevrages contraints qu'elles n'ont pas choisis. Pour nous, c'est... Voilà. Moi, j'ai commencé à travailler à Marseille avec les alcoolisations à l'hôpital. J'ai trouvé des interlocuteurs merveilleux qui, pour le reste de mon existence, d'habitude, j'ai pas pour habitude de communiquer avec eux, que sont les militaires, les hôpitaux militaires, qui sont des lieux où traditionnellement, il y a une habitude
à autoriser l'accès à l'alcool des personnes avec une approche assez pragmatique, essentiellement liée au type de public qu'historiquement ils ont toujours accueilli. Et moi, j'y ai trouvé des compétences assez fines pour justement faire en sorte que, voilà, que les gens puissent avoir accès au cours de leur hospitalisation à l'alcool dont ils ont besoin, et qui, en tout cas pour les expériences que nous on a d'accompagnement des gens à des parcours d'hospitalisation, notamment pour des personnes issues de la rue, c'est que du coup l'hospitalisation arrive à son terme. Alors que le nombre d'échecs d'hospitalisation, quel que soit le motif, je ne parle pas d'hospitalisation liée à des projets de sevrage, parce que voilà, mais que ce soit pour une fracture, que ce soit pour, y compris les pathologies induites ou aggravées par la consommation d'alcool, les services à Marseille avec lesquels on bosse, l'intérêt, c'est que les gens arrivent au terme du projet d'hospitalisation, et que ça, c'est extrêmement important. Ça, c'est la première chose. Donc moi, je crois que c'est tout à fait possible. Après... Mais là, encore une fois, il faut vraiment il faudrait qu'on arrive à discuter de manière apaisée. Et puis, c'est facile pour moi de dire ça, qui passe mon temps à aller balancer un peu des trucs provoques. Mais moi, je crois vraiment que cette question de mettre ensemble dans des mêmes lieux des gens qui arrêtent et qui veulent vraiment arrêter, pas qui sont en train de serrer les fesses depuis 10 ans en se disant « faut que je continue d'arrêter, faut que je continue d'arrêter, parce que de toute façon, c'est la seule planche de salut ». Moi, notre modeste expérience nous fait dire qu'on peut tout à fait, pour peu qu'on l'accompagne, faire vivre ensemble des gens qui consomment, des gens qui ne consomment pas, des gens qui font des expériences d'abstinence et des gens qui font des expériences, j'aimerais bien qu'on cesse de parler toujours de rechute, qui font des expériences de réalcoolisation sans que ces expériences-là nous disent rien de ce que les personnes engageront par la suite. Mais je pense que ça, c'est... Parce que je trouve que sur cette question-là, alors de deux choses l'une, soit on assume jusqu'au bout, et là je vais faire mon provoque, c'est-à-dire qu'on crée, on les envoie tous au Qatar, c'est comme ça ils seront jamais, ou un pays où il n'y a pas une goutte d'alcool qui traîne, et ils risqueront pas d'être tentés. Soit on crée des lieux de vie, parce que moi j'accompagne des personnes, elles sont demandeuses de ça, à un moment où elles sont en difficulté, presque tu as l'impression qu'il faudrait leur trouver des lieux d'existence où elles ne risqueraient jamais, pour les 20-30 années qui viennent, d'être tentées par la moindre consommation. Soit on accompagne les gens, on sait très bien qu'à la seconde où ils vont sortir de l'hôpital, à la seconde où dans la journée, avant de rentrer le soir, ils vont sortir de notre lieu d'hébergement, ils vont évoluer dans un monde où la sollicitation à consommer de l'alcool, mais c'est une omniprésence que nous-mêmes, dont nous-mêmes on se rend même plus compte. Hein. Moi, j'ai été récemment en ville à Marseille avec des médecins qui venaient d'un des pays du Maghreb et qui disaient, mais je pense que vous vous rendez pas compte à quel point l'alcool chez vous est partout omniprésent tout le temps. Et juste pour en finir avec cette histoire, je rappellerai que tu ne nommes pas cet hôpital. Moi, je ne vais pas nommer un établissement de cure de la région parisienne, de sevrage, qui, dans son guide, alors je ne sais plus comment ils appellent ça, là, les conseils de sortie de cure, il y avait texto écrit, donc évidemment, pas consommer de vinaigre, pas de parfum, pas de sauce au vin, enfin, pas de. Et puis, il y avait un truc qui disait quand même aussi... lorsque vous sortez de cure, lorsque vous sortirez de cure, vous allez être confronté, en marchant dans les rues de votre ville, à de moult sollicitations alcool entre les restos, les bars, les caves, les machins, les pubs, les bidules. Donc nous vous conseillons, pendant les 2 premiers mois post-cure, lorsque vous marchez dans la rue, de regarder vos pieds. Alors, on en rigole, c'est un peu drôle, en même temps c'est assez effrayant. Donc moi je crois qu'il y a une espèce d'histoire un peu finalement presque de prophétie autoréalisatrice. En tout cas, ce que je voulais dire sur ce point-là précis, c'est que moi je pense que parmi ce qu'on doit réinventer dans nos discours, nos postures sur l'alcool, il faut peut-être sortir un peu de ça. Moi, alors figurez-vous, j'ai l'air d'être un pourfendeur de l'abstinence, ce qui n'est absolument pas le cas, que ce soit très clair. C'est-à-dire que moi, ce que je souhaite, c'est que les gens aient le choix. Voilà. Moi, ce que je demande, c'est qu'ils aient le choix. Or, en tout cas, alors les choses commencent à évoluer, mais lentement, et c'est finalement assez récent. Moi, j'ai été formé à l'alcoolologie, j'ai toujours travaillé à l'alcoolologie avec des gens qui n'avaient pas le choix. C'était tout ou rien.
Donc comment, quand les gens n'ont pas le choix, on peut dire que c'est leur choix que de s'engager dans l'abstinence? Moi, je trouve ça compliqué. Donc moi, je suis pour un choix. Et donc, dans les lieux dont je vous ai parlé, que ce soit les Pritanes, qui est un CHRS, que ce soit Claire Lacombe, qui est une maison relais, que ce soit l'EHPAD Saint-Jean-de-Dieu, que ce soit différents établissements, dans le même établissement, cohabitent, vivent ensemble et s'entre-soutiennent et s'entre-supportent des gens qui décident de vivre l'expérience de l'arrêt, des gens qui continuent de consommer. Et moi, vraiment, je voudrais inciter tout le monde à la réflexion. Après, on peut en débattre. Voilà. Mais arrêtons de penser que les gens, pour qu'ils tiennent l'arrêt, il faut les sortir de la réalité du monde et les mettre dans des lieux où ils ne seraient pas tentés par un arrêt qui tient. C'est un arrêt, exactement, mais ça vaut pour l'alcool, ça vaut pour le tabac. Dieu sait, je peux vous en parler, ça fait 10 ans que j'ai essayé d'arrêter. Enfin, bref. Ceux dont le projet abstinentiel, qui est un projet tout à fait intéressant, marche, c'est ceux qui envisagent leur projet dans un monde où ils savent que par ailleurs, les pratiques dont ils ne souhaitent plus, connaître et vivre, elles existent partout autour de soi. Donc moi, voilà, première chose, arrêtons avec cette histoire. Vos lieux de vie, ils n'ont pas à se destiner soit uniquement à des gens qui auront arrêté de consommer, soit uniquement à des gens qui continuent de consommer. Nous, on est là pour travailler le vivre ensemble et la singularité des parcours de chacun. Il y a des gens qui arrêteront de consommer. Vous savez, ça existe, les gens qui arrêtent de boire, qui avaient des alcoolodépendances sévères, qui arrêtent de boire et puis qui, au bout d'un moment, recommencent à consommer d'une manière qui ne pose aucun problème à leur santé. Ça existe aussi, il faut le dire. Il n'y a pas que les... Voilà. Non, mais Mathieu, je crois que, parce que tu as développé, tu es parti sur la question de l'abstinence et tout ça, mais c'est pas ce que j'ai entendu, moi, du propos. Voilà, non, parce qu'on est assez d'accord sur pas mal de trucs. C'est juste, il y a deux nuances. Pour moi, c'est alors déjà l'idée que les patients sortent de façon prématurée d'hospitalisation parce qu'on les met en sevrage forcé n'est pas vrai. Alors ça, on l'a vérifié. Non, mais on l'a vérifié justement sur les sevrages qu'on fait en milieu addictologique, et je pense que c'est un peu ça la différence. C'est que si tu peux un peu accompagner les patients, alors expliquant ce qui se passe et pourquoi c'est compliqué à ce moment-là de consommer, ça se passe mieux que si tu les mets dans un lit d'hôpital avec leur pancréatite, tu leur dis vous buvez pas, mais c'est parce que c'est comme ça, c'est parce que vous êtes à l'hôpital. Non. Voilà, il n'y a pas dans les deux populations qu'on avait comparées, ceux qui venaient en sevrage programmé et ceux qui venaient en sevrage forcé, qui n'est pas forcé, qui est juste imprévu, mais parce qu'il y avait nécessité de les hospitaliser, ils sortent pas plus tôt. Il n'y a pas plus de sorties prématurées. Alors un sevrage, c'est sûr que c'est traumatisant, qu'on l'ait préparé ou pas. Un sevrage, c'est compliqué. Et donc, évidemment, on essaie de forcer personne à un sevrage. Mais l'idée de l'hôpital où pourrait y avoir tout, c'est juste que pour moi, l'hôpital n'est pas un lieu de vie comme les structures d'aval. Et que du coup, dans l'histoire que je racontais, l'idée de dire que le patient, j'ai dit qu'il avait refusé justement parce que c'est un peu... Avant, il n'était pas protégé de l'alcool. Il allait en famille d'accueil thérapeutique, mais il en était sorti. Il était dans un logement seul. Et il n'avait plus de protection. Et c'est plutôt pour moi l'image du médecin qui lui a servi de l'alcool qui a été compliqué pour lui. Je pense que c'est plutôt ça, la problématique. Voilà, après c'est sûr qu'il faut faire évoluer les choses. Et comme Franck Estel le disait quand on est intervenu, on ne vire pas quelqu'un d'hospitalisation parce qu'il a reconsommé. On essaie de temporiser les choses, mais avec les patients, ça se passe assez bien généralement. Voilà, on a très peu de problèmes de patients qui nous disent moi je peux pas rester parce que je veux consommer. En fait, c'est très rare. Mais voilà, on est une structure qui est assez polyvalente. Voilà, avec des médecins, on est un infectiologue, un hématologue, plusieurs psychiatres. Moi, je suis généraliste, urgentiste, et on est tous addictologues. Et c'est un peu alors, c'est difficile de dire ce que c'est que l'addictologie, mais voilà, ce truc transversal qui fait qu'on connaît un peu la problématique et qu'on peut un peu mieux s'adapter au problème. Voilà. Moi, j'aimerais juste rebondir sur un point, c'est ces personnes qui sont hospitalisées, qui vont qui vont avoir un sevrage subi, c'est-à-dire qu'il y a eu de démarche personnelle.
Nous, on constate au captif, hein, c'est qu'effectivement, à la sortie de ces hospitalisations, on a une alcoolisation massive. Et c'est où nous, on est en difficulté avec les personnes parce qu'on a à gérer des crises en termes de détresse parce qu'il y a une consommation très très importante qui est même inhabituelle par rapport à la consommation que les personnes pouvaient avoir avant l'hospitalisation et où on a à gérer cette difficulté-là parce que les personnes ont été contraintes. Et ça, c'est une réalité où, bon, c'est vrai que nous, on sollicite, et on sollicite Fernand Vidal, on sollicite notamment dans le suivi ambulatoire pour essayer de gérer ces situations-là. Mais il y a quand même cette réalité-là lorsqu'il y a un sevrage subi et que les personnes sortent d'hospitalisation et se retrouvent dans leur réalité, dans leur quotidien. Et nous, c'est vrai qu'il y a l'espace Marcel Olivier où certains peuvent venir trouver un étayage, mais pour beaucoup d'autres, c'est se retrouver avec ces pères de la rue et avec ce manque, cette souffrance qui a été, en tout cas elle exprime comme ça, d'avoir été en manque, de ne pas avoir fait ce choix-là. Et ça, c'est une vraie difficulté auquel nous, on peut se confronter au niveau des accueils de jour. Et où des fois on peut être en difficulté. Bien sûr, on sollicite les équipes soignantes, mais il y a quand même une période qui peut être relativement longue où les personnes vont être dans cette consommation un peu compulsive et un peu une compensation massive du sevrage. Et ça, c'est des vraies mises en danger. Peut-être, je vois le temps tourner, alors je me dis que ce serait bien qu'on passe au rose. Parce que c'est joli le rose aussi. Ouais. Tu voulais dire quelque chose absolument, Mathieu? Juste, alors moi, rapide, parce que moi j'aimerais dire quelque chose. Je vais être super rapide. Je n'ai aucun esprit de synthèse. Du coup, je le regrette beaucoup parce que en fait, j'ai pris plein de notes et en fait, chaque post-it vaudrait qu'on prenne le temps de discuter et de voilà, parce que je trouve que ça, enfin vraiment, j'ai noté plein de trucs, ça va me servir, mais pour une prochaine fois. Et je trouve que enfin, les questions, enfin, ce que vous soulevez, c'est super important. Sur la question du bar, écoutez, de toute façon, il y a une expérience qui devrait se monter à Paris et sachez que le principe de cette expérimentation sera qu'elle offrira toute visibilité à tout partenaire intéressé, soit pour y participer, soit pour œuvrer à sa reproduction, parce que c'est aussi l'idée, c'est-à-dire que ça serve à tout le monde. Donc moi, je voulais dire ça sur les petits points. Et puis l'autre chose qui a été dit aussi, c'est la question de la diversité, de la multiplicité. Ça, c'est absolument essentiel. On n'a pas à créer des dispositifs qui se ressemblent. Voilà, la richesse. Nous, si un jour on a un problème de santé, on est très heureux d'avoir la possibilité d'aller susciter et solliciter différents avis médicaux, y compris même parfois s'ils sont contradictoires. Et c'est la garantie pour nous d'une richesse de choix. Et moi, je pense que c'est extrêmement important que dans nos parcours d'accompagnement social, autant que dans nos parcours de soins qu'on propose, il faut qu'il y ait cette diversité et cette pluralité d'approches. Et on a le droit d'être complémentaires, mais on a aussi le droit d'assumer à ne pas être d'accord et à proposer aussi des choses différentes. Et nous, on ne doit pas faire semblant en tant que professionnels qu'on est tous potes et qu'on propose tous la même chose parce que ça perd les personnes qu'on accompagne. On ne peut pas avoir un discours qui défend une posture à un endroit et envoyer après la personne usagère se confronter à un discours qui va lui dire l'inverse. Ce n'est pas possible. Donc assumons tout ça et on arrive très bien à travailler ensemble après. Alors c'est parti pour le rose. Vous aviez une question ? Rapidement. Je voulais rebondir sur le fait c'est vrai qu'en France, c'est vraiment omniprésent. Par exemple, les bars, on en voit vraiment à tous les coins de rue. Donc, c'est un peu compliqué pour les personnes. Mais en parlant avec des personnes, justement, qui avaient des problèmes avec l'alcool, ce dont elles avaient aussi peur, c'était de retrouver tous ces potes de comptoir, ces potes de bar, tous ces potes avec qui elles buvaient. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de réfléchir avec les personnes si, pour elles, c'était pas mieux, par exemple, de trouver un hébergement ou un logement autre part, peut-être plus loin, peut-être même en province, un endroit où elles connaissaient personne, parce que ça avait l'air de les rassurer. Et ça n'a pas pu se faire au final parce que la personne elle a fait une rechute et que ça s'est mal passé. Mais c'est vrai que je me suis beaucoup posé de fois cette question et je me demandais si ça pouvait être pertinent ou pas. Alors écoutez, la question de l'éloignement, il
il est piégeux, il est évidemment piégeux. C'est-à-dire qu'à la fois, évidemment, que des gens qui sentent qu'ils essayent de tenir une décision qui est fragile et qui risque à tout moment possiblement de voler en éclats, évidemment que l'éloignement est une solution possiblement très intéressante pour solidifier cette décision. Mais en même temps, un temps d'éloignement qui ne travaillerait pas et qui n'anticiperait pas le retour progressif à je ne sais pas s'il faut dire la vraie vie, mais à la vie, et y compris en travaillant sur le fait que ça fait 40 ans que vous buvez, donc il y a de très fortes chances statistiquement que toutes vos relations se fassent pour une large partie avec des gens qui eux-mêmes consomment autour de l'acte de consommer. Donc qu'est-ce qu'on va faire de ça et comment on le travaille et comment on fait? Est-ce que vous renoncez à vos anciennes relations ou est-ce qu'on va vous accompagner, y compris le temps de votre éloignement, à réfléchir un petit peu à qu'est-ce que c'est que de continuer des relations qui par ailleurs nous sont importantes, tout en envisageant le fait que ça se fasse pour nous hors l'alcool et dans l'alcool pour les autres. Voilà, moi j'ai toujours dit qu'un jour il faudrait des établissements de cure qui n'aient pour aucune autre fonction que d'aider les gens à modifier leur consommation d'alcool tout en continuant de vivre dans un monde plein d'alcool. Voilà. Mais ça... C'est parti pour le rose. Alors, donc là on est dans le prospectif, hein. Qu'est-ce qui vous donne envie de changer? Orientation rapide vers les structures adaptées pour une prise en charge des usagers. Améliorer l'accès aux soins des plus démunis, favoriser l'accès à une structure d'hébergement pérenne. Résoudre plus aisément les problèmes de logement des patients les plus précaires. Responsabilisation. L'acceptation et le non-jugement des consommateurs de produits dans les hébergements. Sous-entendu, pas d'exclusion directe quand une personne consomme dans son hébergement. Former tous les professionnels qui travaillent en centre d'hébergement sur les questions d'addiction, notamment les agents d'accueil qui sont confrontés en soirée et la nuit à des personnes fortement alcoolisées. Et oui. Ce que tu veux faire évoluer dans ta pratique, mieux travailler en partenariat avec le médical, mieux aborder la question avec les personnes concernées, trouver plus de structures médicales qui s'adaptent aux personnes et non l'inverse. Donner plus de temps et d'écoute et de bienveillance aux personnes en situation de précarité, consommatrices, en mettant à disposition des dispositifs adaptés. Cesser de stigmatiser les personnes alcooliques en leur disant qu'elles sont un problème, mais plutôt essayer de manière plus systématique de comprendre ce qui les amène à consommer les produits de cette manière. Développer des solutions et des synergies nouvelles pour permettre de poursuivre la réflexion autour de l'accompagnement des personnes alcoolodépendantes en aval des structures d'hébergement, résidence sociale, logement pérenne. Pouvoir aborder plus facilement la question de la consommation d'alcool avec les résidents. Continuer de favoriser les lieux travaillant autour de la RDR, qu'à l'avenir, ce ne soit plus une expérimentation, mais un fait. Que mon administration comprenne que la vie à la rue a une incidence sur la récidive et non seulement les addictions. Un groupe de réflexion au sein de notre structure afin que les professionnels puissent réfléchir sur les représentations liées à l'alcool et à un possible accompagnement de la conso. D'abord, car à ce jour, il n'existe qu'une simple tolérance peu aidante. Ne pas avoir à imposer des règles que je ne m'imposerai pas à moi-même.
recueillir des témoignages comme ceux de Mathieu, et puis réfléchir à l'expérience sur le CHRS d'Emmaüs. Pouvoir se détacher de la consommation, de la question de la consommation ou de la non-consommation, pour laisser plus de place à la question de l'accompagnement et de la subjectivité. Mieux identifier les attentes de nos institutions vis-à-vis des usagers, des malades. La formation de toute l'équipe en TOUTE majuscule. Chef de service, auxiliaire de vie, technicien, tout le monde. Là, il y a une personne qui dit, voilà, moi j'aimerais bien réfléchir davantage à ma vision de l'alcool en famille. Eh oui. Participation des patients au programme de santé qui les concerne. Casser le déni de la société sur les dégâts de l'alcool. Avoir des billes pour accompagner les personnes en refus de soins d'accompagnement. Faire évoluer mes représentations, mes a priori, autour des consommateurs de l'alcool. Libérer la parole autour des consommations, accepter et accompagner son projet de soins. Accepter et accompagner sans nécessairement projet de soins. Oser faire l'avance de la parole. J'aimerais voir bouger, j'aimerais pouvoir introduire la possibilité de consommer de manière guidée de l'alcool dans les lieux d'accueil des personnes de la rue. J'aimerais qu'on avance vers un maillage clair des acteurs dans le réseau et qu'on aille davantage dans une dynamique de réseau santé, sociale, médico-sociale. Avancer, partir sur un projet patient-expert usager expert. Avancer sur la tolérance de l'alcool dans les structures d'accueil. La possibilité de travailler plus en réseau. Consommation encadrée des produits psychoactifs illicites dans les XAPA et CARUD, type RDRD alcool pour les drogues dures. Ah, on va se faire envahir là. Mettre en place la RDRD alcool en LHSS. Améliorer mon réseau d'associations et de structures pour faciliter les patients, la sortie des patients de l'hôpital. Pouvoir étendre mon réseau de connaissances pour davantage améliorer les orientations et propositions faites aux patients. N'hésitez pas à rentrer, n'ayez pas peur. Réfléchir encore plus à travailler sur le projet du patient et pas forcément centré sur l'abstinence. La prise en charge avec toutes ces difficultés, conso, sorties fréquentes des personnes addictes à l'hôpital. Addictes à l'hôpital. Addictes aux urgences. Mettre en commun le savoir-faire des acteurs de soins et les travailleurs sociaux afin de prendre soin de la personne en situation de précarité ayant une addiction à l'alcool ou autre. Extension RDRD aux autres produits que l'alcool. Bon, ça, on a quand même pas mal avancé quand même. C'est pas... Travailler plus sur les acteurs de soins dans la prise en charge des personnes alcooliques. Plus avec les acteurs de soins. Je pense que c'est le lien social soins, santé. Accompagner la personne dans le temps sans obligation de réussite. C'est intéressant ça. C'est intéressant. Améliorer l'accompagnement, l'écoute des personnes dépendantes. Travail en liaison, en partenariat avec les institutions de santé. Travailler en réseau, partenariat qui est beau sur le papier mais qui reste peu observé sur le terrain. Aïe aïe aïe.
L'ouverture d'esprit. Accueillir les gens comme ils sont, là où ils en sont. Former les accompagnements sociaux pour qu'ils prennent en compte davantage l'alcool. Donner à chacun les moyens d'agir. Avancer sur les permanences de sécurité sociale. Ça, on en a déjà entendu parler tout à l'heure, ce matin. Là, il y a une demande. Avoir plus de communication avec les professionnels de santé lors des moments de crise et pouvoir avoir des conseils et des relais. Mieux se coordonner avec les équipes d'urgence de l'hôpital du secteur lorsque l'urgence somatique peut être une porte d'entrée pour aborder les soins en addictologie. L'urgence somatique étant souvent une manière de formuler la demande, dont il a été question justement ce matin. Quelles sont les ressources des professionnels ? Prendre la consommation d'alcool comme un choix de vie, un mode de vie, et non comme un problème de vie. Former et sensibiliser les professionnels au champ social sur de meilleurs accompagnements pour les personnes souffrant d'addiction. Aller vers une meilleure coordination entre le médical et le psycho, et le social, et le bénévolat. Décrypter davantage les demandes implicites. Faire évoluer la connaissance du sujet exclusion et alcool et apporter davantage de formation. Amener plus de souplesse dans l'accompagnement au niveau des pratiques addictives des résidents de CHRS. Faire que les consommations soient plus vues comme mauvaises. Ce qu'il faudrait améliorer, ce serait intégrer les principes de RDRD dans tout travail d'accompagnement, quelle que soit la problématique. Le rapport à la règle en accueil de jour. Encore plus écouter les usagers. Éviter de confondre nos désirs avec leurs désirs. Aïe. Diminuer le nombre d'interdits, de règles à suivre en CHRS et travailler davantage sur la relation de confiance, l'autonomie. Travailler plus avec l'histoire de la personne, moins de généralité et plus d'accompagnement personnalisé. Plus de formation pour les professionnels sur des domaines divers liés au social, médico-social, psycho-socio, ethno. Oser davantage aborder la question d'alcool. Aborder les demandes implicites. Et enfin, varier les modes de rencontre. Il ne reste pas beaucoup de temps. Ok. Alors, pour revenir sur les points, en tout cas les points que vous souhaiteriez voir évoluer dans votre pratique, ce qui revient beaucoup, c'est la question de la prise en compte du sujet, c'est-à-dire où il en est par rapport à sa consommation, ce qu'il souhaite, et qu'on ne soit pas forcément dans une application, des fois, d'une démarche de soins qui peut être une démarche de soins qui est appliquée ou qui peut être sécure pour nous en tant que travailleurs sur les antennes, dans les structures médico-sociales. Donc c'est la question de l'écoute, de la compréhension de l'individu et du coup de sortir de cette représentation et des représentations qu'on peut avoir de manière individuelle sur la question de la personne alcoolique et de la personne alcoolique vivant à la rue. Donc ça, vous l'avez fait ressortir sur la question de la compréhension de l'individu, de la nécessité de faire évoluer les représentations, ce qui n'est pas forcément évident, et puis de la nécessité de travailler en réseau et de manière qualitative, c'est-à-dire avec des personnes, avec des collègues, où on peut être dans un échange, où on peut être dans une construction par rapport à où en est l'individu, sur sa réalité, sur ses besoins, et aussi sur ses projets potentiels. Hein, je crois que c'est ça qu'il est nécessaire de prendre en compte.
Certains souhaitent et envisagent peut-être de mettre en place la RDRD au sein des lieux d'accueil. Et forcément, ça amène des questionnements et des questionnements aussi par rapport aux administrations. Enfin, ça a été relevé sur un point. C'est dans quelle mesure on peut faire bouger les choses en interne lorsqu'il peut y avoir au niveau des responsables un rapport à la question de l'alcool qui peut être du côté uniquement de l'abstinentiel ou en tout cas comme étant uniquement sur un versant problématique. Et ça, c'est toute la nécessité de prendre en compte la psychologie et la psychopathologie aussi de la question de la consommation d'alcool, à mon sens. La question de l'aller vers, c'est-à-dire comment oser aborder cette question-là, quels mots qu'on peut poser dessus, la question du tabou, la question aussi des mots choisis pour ne pas culpabiliser les personnes et ne pas les enfermer dans la stigmatisation. Parce que sans se rendre compte, avec nos propres représentations, je crois que des fois, on aborde la question de l'alcool en enfermant les personnes, en considérant, par exemple, qu'ils sont dans une situation problématique. Et si on part de ce point de vue-là, en considérant et en posant la question sur un versant problématique, forcément, on passe à côté d'une rencontre et je crois d'un échange possible et de la création de liens autour des autres difficultés qui sont peut-être les plus importantes pour la personne et que l'alcool est en effet, et on l'a dit à un moment donné, une solution ou en tout cas une béquille qui permet à certaines personnes de fonctionner. Et je crois qu'il y a quand même cette réalité-là dans la rue. La nécessité de travailler avec des partenaires, je crois que Mathieu l'a abordé, on a chacun nos spécificités en termes de compétences, en termes d'approche, et parce que nous, par exemple, au Captif, on n'est pas une structure médico-sociale, donc on a besoin de travailler avec les hôpitaux, avec les XAPA, et qu'on soit dans une complémentarité de ce qui existe, et aussi avec les groupes d'entraide qui peuvent être comme Vie Libre, ou des groupes d'entraide qui sont peut-être pas sur le versant de l'abstinence, mais plus sur des lieux d'accueil, comme ce qui existe à l'EMO actuellement. Et d'où la nécessité qu'on puisse connaître ce qui existe sur notre territoire. Je crois qu'il y a une vraie démarche à avoir aussi pour savoir ce qui existe et comment on peut travailler ensemble, même si on est tous pris, je crois, dans nos urgences quotidiennes. Mais je pense que ça peut effectivement nous aider à travailler différemment et à être dans des orientations adaptées. C'est revenu, la question de proposer aux personnes aussi des choses qui peuvent leur convenir. Et si on a très peu de partenaires, ou en tout cas si on a peu de relais à l'extérieur, effectivement on se trouve un peu restreint dans ce qu'on peut proposer. Donc je crois qu'il y a une vraie nécessité de sortir de nos institutions, d'aller voir un peu ce qui existe, et pour pouvoir, lorsqu'on est dans un accompagnement avec une personne, ou tout simplement dans la question du soutien, pas forcément vers le soin, et ça a été dit, on peut aussi juste être dans un accompagnement et une présence sans avoir pour objectif au bout le soin. Parce que lorsque nous, on porte cette question du soin, eh ben, des fois, on se retrouve dans des choix qui ne sont pas forcément pertinents par rapport à la temporalité des personnes. La nécessité d'être formé, c'est aussi beaucoup revenu. D'être formé sur la réalité de la maladie de l'alcool, d'un point de vue somatique, mais aussi d'un point de vue cognitif. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit la maladie de l'alcool. Non, j'ai dit un gros mot. Oui, parce qu'il y a des personnes qui sont malades d'alcool. Enfin, en tout cas, moi, je le pense. Mais peut-être qu'on n'est pas d'accord là-dessus. Si. Et puis... la question aussi de pouvoir identifier ce qui fait rupture, ce qui fait césure chez ces personnes-là, la question du lien, de l'isolement qui fait souffrance, et que l'alcool, finalement, n'est qu'un symptôme. En tout cas, moi, je le vois comme ça. C'est juste un symptôme, et que si on se focalise sur le symptôme, eh ben, on passe à côté de la personne, on passe à côté de l'accompagnement, et on passe à côté du lien. Et je crois que c'est par cette porte-là qu'on peut le mieux travailler avec les personnes. Alors, je crois que j'ai fait le tour. Les ressources qui sont nécessaires, mais je crois qu'il y a les ressources en interne et les ressources en externe, donc je ne vais pas y revenir. La question de l'aller vers. Et puis, surtout, et je crois que c'est très important, la question de l'implication des personnes. Dans les lieux d'accompagnement, dans les lieux de soins, on a parlé des patients experts, on a parlé des personnes qui sont les premières concernées et qui peuvent amener ce témoignage, qui peuvent parler d'une réalité que nous, on s'imagine, qu'on se représente, sur laquelle on peut fantasmer aussi, et qui peut être nourrie par des représentations sociales qui nous ont construits. Et je crois qu'on a aussi à les impliquer pour pouvoir construire les choses qui soient les plus proches de leurs besoins.
C'est pas évident parce que ça veut dire que ces personnes-là, potentiellement, elles ne peuvent pas se mobiliser sur une durée, qu'elles en sont où elles en sont au moment où elles vont s'engager par rapport à une action. Mais je crois qu'elles ont apporté aussi un témoignage et à pouvoir nous aider chacun à peut-être revoir nos points de vue et créer des lieux qui leur ressemblent, des lieux dont ils ont besoin. Je crois que j'ai fait le tour au niveau de vos souhaits d'amélioration. Donc, je crois qu'il y a plus qu'à. En tout cas, il y a du boulot. Alors, je vous souhaite du courage. Et puis, vous n'êtes pas seuls. Je crois qu'on est nombreux aujourd'hui. Donc, ça laisse optimiste pour la suite, pour pouvoir travailler ensemble et essayer de construire des choses pour accompagner, être présent, soutenir les personnes que nous rencontrons au quotidien. Et je vous remercie. Je vais passer le micro. Non ? D'accord. Voilà, donc les autres groupes des 3 autres territoires vont arriver, je pense. Ils sont déjà commencés à arriver. Et on va pouvoir faire la dernière séance. Michel, toi, tu restes ici pour rapporter la dernière séance.